Très bien, les amis, je suis en vie. Merci à tous les détectives d'Internet qui ont vraiment compris que quelque chose n'allait pas et que je ne communiquais pas comme d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Nous avons d'importantes mises à jour à vous donner concernant le procès Baldoni. Blake Lively veut en être complètement retiré. Nous allons voir pourquoi, car ses raisons sont incroyables. Également, Harry Emmanuel Ems Baldoni n'est plus le PDG de WME Endeavor. On dirait donc qu'un autre des dragons de Blake et Ryan est en train de tomber. Il a été accidentellement terrassé. Mais bien plus intéressant encore, c'est le procès dont personne ne parle qui est en cours. Entre Stephanie Jones-Peyer, qui était l'équipe de relations publiques initiale de Wayfarer pendant tout le film, et Justin Baldoni ainsi que son équipe de gestion de crise. Je vais vous dire pourquoi. Celle-là est vraiment fascinante. C'est le cœur de tout. Enfin, Jessica Reed-Croze de House Inhabit choisit la violence au hasard. Elle m'attaque sans raison. Dans une newsletter envoyée ce week-end, beaucoup d'entre vous m'ont écrit à ce sujet. Je vais y répondre. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien. Donc, vendredi, nous avons pris un jour de congé pour l'émission parce que c'était une journée très importante pour ma famille. Mon mari est devenu citoyen des États-Unis. Les amis, il a prêté serment. Voici une photo de nous, au cas où vous l'auriez manqué. J'ai partagé cela sur Instagram et sur X. C'était vraiment une journée énorme parce que cela a été un parcours de 6 ans. Et j'espère vraiment que cela permet à beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément d'où vient une certaine colère, de comprendre, notamment quand il s'agit de personnes qui traversent simplement la frontière. Quand il y a des familles qui doivent passer par là, c'est un processus très coûteux. C'est un processus long et c'est un processus qui génère beaucoup d'anxiété parce qu'on a toujours l'impression de ne jamais être vraiment en sécurité. On en est à notre 4e enfant ici et il n'est pas citoyen. Donc, il ne bénéficie pas des mêmes protections que celles dont je bénéficie. Alors, quand on arrive enfin au bout, c'est vraiment un jour de gloire. Nous étions tellement heureux, c'était formidable. Aussi, pour ceux qui se demandent comment nous avons célébré, nous avons fait la chose la plus américaine qu'on puisse imaginer. Voici une photo de mon mari. Nous sommes allés dans un restaurant de burgers exceptionnel qui s'appelle Hugh Babies. Désolé, RFK Jr. Maha devra attendre. On s'est régalé avec des bacon cheeseburgers et des frites au chili et au fromage. Voilà donc mon mari après avoir prêté serment. Et le juge était tellement adorable, elle a prononcé un petit discours merveilleux sur ce que cela signifiait pour sa famille, comme lorsqu'ils sont arrivés sur le Mayflower, et sur ce que cela signifie vraiment d'être américain. Voilà. Je voulais partager cette nouvelle avec vous ici dans l'émission. Ensuite, voici ce qui s'est passé. Vendredi, certains d'entre vous, petits détectives, avaient raison. Nous avions mis en ligne le lien pour notre émission d'aujourd'hui et comme par magie, il a été supprimé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est toute la vérité. Je n'avais pas mangé. Je suis allée au frigo et j'ai pris un yaourt Fage. Je ne sais même pas si je le prononce correctement. Je ne parle pas grec, d'accord? Mais j'ai attrapé un yaourt Fage à la fraise. Je l'ai mangé et en 15 minutes, mon ventre a gonflé comme ça. Il est devenu très dur comme si j'allais accoucher. J'ai regardé mon équipe et j'ai dit « Je vais être malade » et je ne suis pas revenue pendant 48 heures. Je veux dire, je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. Je ne sais pas si c'était une intolérance au lactose. Je suis un peu sensible. Je ne sais pas si c'était juste un mauvais yaourt. Il n'était certainement pas périmé. Mais je peux vous dire que j'espérais que mes affaires étaient en ordre. Et c'est la raison pour laquelle j'adore que vous, les détectives d'Internet, ayez remarqué que d'habitude, quand je ne fais pas l'émission, je l'annonce. Là, je ne pouvais même pas regarder mon téléphone. J'étais complètement délirante. Je ne pouvais rien faire. Je n'ai certainement pas autorisé l'email qui a été envoyé disant qu'on ferait le club de lecture le lendemain. Non, nous ne pouvons pas faire le club de lecture aujourd'hui. J'ai encore besoin de sommeil et de rééducation. C'est le premier jour où j'ai pu manger quoi que ce soit depuis 48 heures. Et je suis sûre que vous comprenez l'angoisse que cela provoque quand on est enceinte de 9 mois comme moi, parce qu'alors je m'inquiétais en me disant « Mon enfant ne peut pas manger pendant 48 heures parce que je ne peux pas manger. » Le médecin m'a recommandé de faire une perfusion. Je l'ai fait ce matin, mais je ne peux toujours pas vraiment manger pour l'instant. Voilà, c'est la situation. Je pense que j'ai l'air un peu plus mince.
Je crois que j'ai l'air un peu moins enceinte aujourd'hui parce que j'ai tout perdu ces dernières 48 heures, mais j'ai adoré les mamans qui disaient « Est-ce que c'est le Mossad qui a fait ça? » Il y a même des gens qui doutaient de Savannah. Bien, c'est ce qu'il faut faire parce que je ne sais pas, le Mossad a mis quelque chose dans le yaourt, je n'en suis pas sûre. Je lis les théories du complot qui circulaient pendant mon absence et je suis avec vous. Et c'est pour ça que j'adore les gens qui écoutent cette émission parce qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Si quelqu'un s'en prend à moi, laissez-moi vous dire, les mamans détectives seront sur le coup. Elles connaissaient même ma personnalité. Elles étaient là, genre, Elle poste toujours quelque chose quand elle ne fait pas d'émission. Elle n'a rien posté sur X, donc non, ce n'est pas ça. Mossad, ne devenez pas fou. Vous n'êtes pas plus malin que les détectives d'Internet. Et un clin d'œil à ceux d'entre vous qui ont harcelé le compte Instagram personnel de Savannah à la recherche de réponses, comme il se doit. Je sais que Savannah est avec moi depuis 4 ans, mais on ne sait jamais. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Elle est genre mafia du Tennessee, tu vois ce que je veux dire? Bref, je voulais aborder ce sujet avant de disparaître accidentellement. Écoutez, tout d'abord, c'est le scandale hollywoodien qui n'arrête pas de faire parler de lui. J'avoue complètement que je suis obsédée par l'affaire Blake Baldoni. Je ne peux pas nier mon obsession parce qu'on a l'impression de regarder un épisode de Succession sur HBO, sauf que là, ce sont de vraies personnes qui pensent qu'ils peuvent se comporter comme ils veulent parce qu'ils sont des stars d'Hollywood. Donc, il faut qu'on commence par ça. C'est Steph avec les infos qui m'a mis ça sous le nez, tout le mérite lui revient. Je suis un peu énervée contre elle de m'avoir mis ça en tête. Je lui donne le crédit, mais je veux aussi dire, Steph avec les infos, c'était une info dont je n'avais pas besoin, d'accord? Quand c'est arrivé, je me suis dit « Oh, ma fille, j'aurais préféré ne jamais savoir ça. » Mais elle fait un travail incroyable et vous devriez la suivre sur TikTok si vous voulez ses analyses approfondies et toutes ces petites infos qu'elle déniche sur l'affaire. Donc, je savais, parce que j'avais évidemment creusé très profondément sur le film Deadpool Wolverine. Ça, je le savais. Ryan avait choisi sa fille de 7 ans, Inez, qui était la filleule de Taylor Swift, pour jouer dans le film Deadpool. D'accord, c'est mignon. Elle a 7 ans, elle est prête à jouer dans un film. Peut-être que ce ne serait pas le film que je choisirais. Je viens d'une famille chrétienne, mais chacun fait comme il veut. Et je savais aussi que la fille, la Kidpool, a un langage un peu vulgaire, ça a du sens étant donné le personnage de Deadpool. On s'attend à ce que l'enfant ait, je suppose, un langage un peu grossier, et c'est censé être drôle. Je savais que l'enfant disait des choses très inappropriées, mais j'avais supposé que l'enfant était dans le costume et qu'ils avaient probablement utilisé soit un acteur de doublage, soit un outil de voix IA pour dire certaines de ces choses. Parce que absolument personne, peu importe à quel point vous pensez être drôle à Hollywood, ne voudrait que sa précieuse fille fasse des commentaires à son sujet. Q. À propos du pénis de Jackman dans la bouche de leur père. OK. J'ai juste supposé que ce n'était pas quelque chose que vous deviez enquêter davantage. Parce qu'il n'y a aucun père sensé qui voudrait d'une scène dans laquelle sa fille fait une blague, je suppose, homosexuelle. À propos de la relation entre lui et ce personnage de Wolverine, au sujet de laquelle on commençait à se poser des questions dans la vraie vie. Eh bien, il s'avère que j'avais tort. Je me suis vraiment trompée sur ce point. Et en plus, il admet dans l'une de ses interviews post-Deadpool que non seulement il l'a forcée à dire cette réplique, mais qu'elle n'était pas à l'aise avec cette phrase. Et en gros, elle n'allait pas le faire. Et puis, il a dit « Je vais juste trouver une autre actrice ». Et c'est ce qu'il dit. Donc, en gros, il a forcé sa fille à dire la réplique. Sinon, il allait la remplacer en tant qu'actrice dans ce film. Elle a 7 ans. Écoutez Ryan Reynolds et Sean Levy en train d'en rire. Après la sortie du film, Coupable, c'est ma fille, Inez. Je suis vraiment désolé, nous devons l'admettre. Et je mérite le titre de père de l'année pour lui avoir permis de dire de tels mots, alors qu'à sa décharge, elle ne voulait vraiment pas les dire. Et puis elle est revenue plus tard en disant « Je veux le dire maintenant », quand j'ai commencé à chercher d'autres personnes pour le rôle. Ouais. Mais Ryan, à notre décharge, on a fait faire ça à Nézi. Ce n'est pas toi. Il y a eu entre 70 et 500 versions de cette réplique. Ouais, je vais le payer plus tard, ça. oui, je pense qu'en ce moment même, tu vas le payer parce que c'est tout simplement incroyable. Il admet qu'elle, qui s'appelle Nézi, n'était pas à l'aise avec cette réplique. Et Ryan lui a essentiellement dit qu'il allait trouver un autre acteur, ce qui est franchement ridicule, soit dit en passant.
C'est littéralement lui qui la conditionne émotionnellement pour dire, en gros, si tu le veux, tu vas devoir le faire toi-même. Parce que, comme je l'ai dit, il existe des outils d'IA. On pourrait littéralement prendre ma voix et me faire dire n'importe quoi. Et c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations actuelles à Hollywood. Maintenant, on peut littéralement utiliser des outils d'IA et créer un faux Brad Pitt avec la vraie voix de Brad Pitt, si on le souhaite. Et c'est pour ça que les acteurs se battent actuellement contre l'IA. Mais au lieu d'utiliser simplement un outil d'IA pour sa fille ou de prendre une comédienne pour faire dire cette réplique à sa place, qu'elle n'était pas à l'aise de dire, il dit en gros « Oh, eh bien, j'ai commencé à regarder d'autres acteurs et actrices. » Et c'est là qu'elle a dit « OK, non, je veux le faire. Je veux vraiment le faire. » C'est incroyablement manipulateur de faire ça à une gamine de 7 ans. Mais ce qui est vraiment stupéfiant là-dedans, c'est de réfléchir à ce qu'il est en train de dire. Et les arguments que Blake avance et qu'il avance dans les plaintes du CRD contre Justine Baldoni, c'est juste sidérant pour moi. Ce qu'il considère, c'est comme du harcèlement, ce qu'il considère comme, vous savez, forcer quelqu'un à faire quelque chose, un ajout gratuit qui n'était pas dans le script initial, et ce, avec quoi ils n'ont aucun problème. Et si on ajoute à cela le fait qu'il a giflé, l'enfant figurant de façon totalement gratuite, tout ce qu'il considère comme de l'improvisation. Maintenant, vous entendez le réalisateur de A dire encore, mais ils ont fait répéter cette réplique à l'enfant de 7 ans entre 70 et 500 fois pour nous discréditer. Et oui, et ils transforment ça en blague et ils veulent nous faire croire que Justin Baldoni est le pervers dans toute cette histoire. Tout cela se passe en parallèle du moment où il crie sur Justine Baldoni dans un penthouse à propos de l'inconfort de sa femme. Il regarde en gros un enfant de 7 ans et lui dit « Eh bien, si tu n'es pas capable de lire cette réplique qui parle, tu sais, du pénis de Wolverine, alors j'irai simplement chercher un autre acteur. » Complètement malade. C'est exactement l'opposé, selon moi, de l'instinct paternel de protéger son enfant, de préserver l'innocence de son enfant. L'instinct maternel de protéger l'innocence de son enfant. Je n'aurais jamais laissé passer ça parce que ce n'est pas nécessaire. D'accord? Vous auriez pu utiliser une voix générée par l'IA. Je voulais juste le signaler. Aussi, dans un autre registre, on sait que leur grand défenseur, Harry Emanuel, était le gars de WME qui, fièrement, et je pense que c'est vraiment ce qui a scellé l'affaire. Quand il s'agit de prouver que Justin Baldoni a subi un préjudice réel dans la vie, parce que ce type a décidé, avec son attitude audacieuse de PDG, de monter sur scène. Et dans le podcast Freakonomics qu'ils n'ont jamais diffusé. Ils ont dit qu'ils avaient des problèmes techniques, mais nous avons pu obtenir l'audio qui l'admettait. Il a viré Justine Baldoni parce qu'il le pouvait et il s'est moqué de lui. Baldoni, Ballonné, peu importe son nom. Je suis loyal. Je suis loyal envers Blake Lively et je suis loyal envers Ryan Reynolds. Et donc, j'ai juste fait le chef et je l'ai viré sans raison. Au fait, ce n'est jamais bon d'avoir un PDG qui agit juste parce qu'il le peut. C'est vrai, je suis puissant et je peux le faire. OK, c'est ce que tu fais. C'est juste, ça a du sens. C'est bon pour l'entreprise? Non, ce n'est pas ça. Je suis puissant, je suis Harry Emanuel. Mon frère Ram Emanuel a mis Chicago en faillite. On agit comme des gangsters. On va virer Justin Baldoni. Eh bien, il l'a fait. Et maintenant, on dirait qu'il est en train d'être poussé vers la sortie chez Endeavor. Regardez cet article. Il a maintenant cédé son poste. Endeavor, c'est WME. Il regroupe à l'UFC, tout. En tant que PDG, après que Silver Lake, qui est un énorme fonds de capital investissement, a finalisé une acquisition. Et il s'agissait d'une acquisition de 25 milliards de dollars d'Endeavor dans un accord qui transfère désormais le pouvoir à Silver Lake. Et ils ont décidé que, dans le cadre de cet accord, Harry Emanuel devrait céder le contrôle opérationnel de l'agence de talent, qui a contribué à façonner le Hollywood moderne. Il voulait que ce type parte comme condition pour conclure ce deal de 25 milliards de dollars. Il continuera néanmoins à présider. Donc, il aura évidemment encore un certain pouvoir en restant président du groupe WME, mais c'est quelque chose d'important. C'est intéressant qu'ils n'aient pas voulu qu'il soit le PDG. Maintenant, il place un homme nommé Mark Shapiro dans le rôle de PDG. Il va superviser les opérations quotidiennes. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de discret. C'est quelque chose qui va faire parler tout Hollywood parce qu'il était la personne la plus puissante à Hollywood. C'est aussi une autre raison pour laquelle je pense que Ryan Reynolds et Blake Lively se sentaient si confiants dans tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient ce type derrière eux.
et il savait qu'il pouvait virer quelqu'un sur un coup de tête ou à la moindre allégation, et il l'a effectivement fait, ce qui, encore une fois, montre que toutes ces personnes s'approchent beaucoup trop près du soleil. Mais il faut qu'on parle de Blake. Lively a déposé une demande pour être retiré du procès en diffamation intentée par Justine Baldoni. Comme je l'ai dit pour la requête de Ryan, c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre. Ce n'est pas inhabituel. Dans tout procès, il faut d'abord convaincre le juge que votre point de vue est valable et qu'il ne mérite pas l'attention du tribunal. Tout cela n'a aucun sens. Veuillez rejeter cette affaire. Donc, comme on pouvait s'y attendre, Blake a déposé une demande pour être retiré du procès intenté contre elle. Son argument qu'elle présente est que le procès en lui-même est illégal, d'accord, parce que l'affaire concerne le harcèlement sexuel, ce qui lui accorde donc certaines protections prévues par la loi. Et l'une de ces protections, et je veux être claire, elle a raison sur ce point, c'est qu'un employeur ne peut pas exercer de représailles. Je vais vous expliquer pourquoi elle a partiellement raison ici. Elle a partiellement raison en ce sens que, dans un cadre traditionnel, si vous travaillez pour une entreprise, disons que vous travaillez pour Candace Owens Incorporated, et évidemment, vous n'allez pas venir me voir pour déposer une plainte pour harcèlement sexuel contre moi. Donc, il existe cette option qui vous permet de vous adresser au département des droits civiques de votre État, ce qu'elle a fait, la plainte CRD. Et vous pouvez alors déposer une plainte pour discrimination raciale, discrimination, harcèlement sexuel. Et lorsque vous faites cela, à l'instant même où vous le faites, la loi stipule que l'entreprise ne peut rien faire pour exercer des représailles contre vous. Donc, si j'apprends que vous avez déposé cette plainte contre moi, je ne peux pas vous licencier ensuite. C'est en quelque sorte comme un gel, vous ne pouvez tout simplement pas être licencié pour cela. Donc, elle avance cet argument, mais elle oublie qu'il y a ici une différence clé. Et c'est qu'elle a fait une Amber Heard. Vous n'êtes pas protégé si vous sortez ensuite du cadre judiciaire pour comploter avec le New York Times. Pour complètement détruire la réputation et l'image de votre patron et de son entreprise en leur fournissant des messages textes et des emails personnels échangés entre agents de relations publiques. C'est cela qui a fondamentalement changé la substance de l'argument. On passe d'un différend entre employés, qui est protégé par la CRD, protégé par les droits civiques, à une affaire de diffamation. Nous sommes maintenant confrontés à quelque chose de totalement différent. Et je voulais attirer votre attention sur deux points principaux qu'elle a soulevés dans sa demande de rejet que j'ai trouvé très drôles. Il conteste donc que l'équipe de Justine Baldoni puisse prouver la réelle malveillance, qu'il puisse atteindre ce seuil critique de malveillance effective, ce qui est difficile à prouver lorsqu'on a affaire à des célébrités et des personnalités publiques. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas le prouver parce que même l'équipe de Baldoni reconnaît dans sa plainte initiale que Blake croyait réellement ce qu'elle disait. Il s'appuie donc là-dessus ici. Je vais vous montrer cela en bas des pages 2 à 3. Il affirme qu'une autre des lacunes insurmontables de la fac est son incapacité totale à alléguer une réelle malveillance. Par exemple, que Mme Lively, subjectivement, ne croyait pas aux allégations de harcèlement sexuel qu'elle soulevait. À l'exception de nombreuses pages de fanfaronnades creuses, le document non seulement ne parvient pas à alléguer une réelle malveillance, mais... Citez les citations, les numéros de page. OK, je pense que mon truc ici, pour une raison quelconque, s'est perdu. Entre autres choses, la fac intègre par référence un message texte accablant entre M. Baldoni et Mlle Nathan, dans lequel tous deux conviennent que M. Lively croit sincèrement qu'elle a raison et que tout cela est injuste. Donc, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils confondent complètement deux arguments. Ils ne pensent pas que le juge sera capable de voir clair dans tout cela. Oui, je veux être clair. Nous pensons tous, c'est-à-dire le monde entier, que Blake Lively ne croyait pas vraiment que les gens ne l'aimaient pas. En d'autres termes, quand il y avait toute cette mauvaise presse à son sujet, je crois et je pense que la plupart des gens croient qu'elle croyait sincèrement que cela devait être l'œuvre d'une campagne de dénigrement. OK, c'est parce qu'elle est pleine d'elle-même, elle est narcissique. Et je pense qu'elle a un faible QI. Tout cela est très bien. Et, comme je l'ai dit, donc, elle a probablement soupçonné qu'il y avait une sorte de campagne coordonnée. Mais en représailles à ce qu'elle supposait être une campagne, elle a menti au sujet du harcèlement sexuel. C'est mon point de vue et celui que je pense partagé par beaucoup. Nous ne croyons pas qu'elle ait réellement cru une seule seconde
qu'elle était victime de harcèlement sexuel. Non. Je ne crois pas une seule seconde qu'elle ait pensé que Justine Baldoni la draguait ou essayait de la séduire. Je ne crois rien de tout cela. Et c'est là que l'on entre dans la diffamation. Tu l'as intentionnellement présenté comme un prédateur sexuel, et cela a mis mal à l'aise le public. Et c'est ce qui a atteint le niveau de la diffamation. Pas la partie où tu serais assez stupide pour penser que tu es trop formidable et que les gens allaient vraiment t'apprécier. En parlant de fleurs et en disant que toute personne qui n'aimait pas ça était évidemment conseillée par son équipe de relations publiques, donc ils essaient juste de tout mélanger pour échapper à ce procès et ça ne va pas marcher. Mais leur prochain argument est encore plus absurde. J'ai trouvé cela incroyable. C'est incroyable. Nous devrions en parler. Ils disent que la raison pour laquelle la plainte devrait être abandonnée, c'est parce que techniquement, Blake Lively n'a pas menti. D'accord? Regardez la page 5 de cette plainte. C'est fort. Donc, c'est ce qu'ils disent. Rien de ce qu'elle a dit n'était faux. Il manquait juste du contexte, n'est-ce pas? Ils disent, en fait, vous admettez que tout ce que nous avons dit était vrai. Nous n'avons juste donné aucun contexte à personne. Donc, voici un exemple. À un moment donné, en mai, ils ont simulé des scènes de nudité qui ont été filmées sans la présence d'un coordinateur d'intimité. D'accord, nous l'admettons, mais ils ne nous ont pas donné le contexte suivant. Elle a refusé de rencontrer le coordinateur d'intimité et a dit qu'elle n'en avait pas besoin. C'est un contexte très pertinent. Leur argument ici, c'est qu'on ne peut pas mentir par omission. Et en fait, si, on peut mentir par omission. Ils disent, vous admettez qu'elle est entrée dans la loge, que Justine Baldoni est entrée dans la loge. Nous n'avons pas menti. Il a fait irruption dans la loge. On a juste omis qu'elle lui a envoyé un message et lui a dit d'entrer dans la loge. Donc, nous ne sommes pas des menteurs. Nous avons juste omis les éléments les plus essentiels de cette histoire. Donc, évidemment, cette plainte devrait être rejetée parce que nous croyons au mensonge par omission. Tout ce que nous avons fait, c'est omettre le contexte complet que Brian Friedman a ensuite fourni sur une page web entière. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas nous disculper, car nous avons dit la vérité et vous avez admis que nous disions en fait la vérité. Quand nous mentions par omission. Comme numéro 3, M. Baldoni a demandé à Monsieur Heath de montrer à Mademoiselle Lively une vidéo de la femme de Monsieur Heath en train d'accoucher à la maison, dont une partie a ensuite été montrée par Monsieur Heath, la lui a ensuite montrée. D'accord, oui, c'était plutôt important. Vous avez omis de préciser qu'il s'agissait d'une vidéo de sa femme en train d'accoucher et vous avez plutôt dit que vous pensiez qu'il vous montrait de la pornographie. Je veux dire, ce sont quand même des détails importants. Je ne pense pas que le juge va regarder ça et se dire « Oui, les mensonges par omission ne comptent pas. Les mensonges par omission comptent tellement qu'il est assez évident que vous l'avez diffamé et calomnié et que vous l'avez fait intentionnellement en ne montrant que des vérités partielles. Donc, nous allons garder un œil là-dessus. J'ai l'impression que personne ne va être écarté de ce procès. Mais, comme je l'ai dit, c'est un effort courageux de leur part d'essayer d'en être exclu. Mais, et c'est le plus important, je veux vous dire ceci. Je sais que je vais aborder des sujets comme cette histoire de maison et d'habitude, et j'ai plein de choses dont je veux parler aujourd'hui. Je pourrais en fait continuer pendant 3 heures, mais je ne vais pas le faire. N'oubliez pas le procès en diffamation de Stephanie Jones-PR qui est en cours. Je pense que c'est en réalité l'élément le plus important de toute cette affaire, parce qu'il ne faut pas oublier. C'est elle, Stephanie Jones, qui aurait fourni à Blake et Ryan toutes ses munitions pour tenter d'assassiner la réputation de Justine Baldoni et de faire tomber Wayfair. C'est comme ça qu'ils ont obtenu les emails et les messages textes. Et maintenant, ça continue. L'affaire commence à s'échauffer dans la salle d'audience pour rappel. Qui est Stephanie Jones? D'accord, Stephanie Jones était la fille des relations publiques à Hollywood. Elle dirige Stephanie Jones PR. Elle gère cette agence depuis environ une décennie et c'est vraiment le stéréotype de la femme des années 2000 façon « le diable s'habille en Prada ». Je bois juste du café, je prends de l'Adderall et je ne mange pas, je n'ai pas besoin de nourriture pour survivre. Vous voyez le genre des années 2000, Rachel Zoe, Paris Hilton, Nicole Richie, ce genre de prototype. Vous savez, celle qui appelle les paparazzi quand les gens remarquent qu'elle ne mange pas. Elles appellent les paparazzi et partagent une part de gâteau pour faire taire les rumeurs. Elles ont un trouble alimentaire. C'est un peu le prototype de Stephanie Jones, je dirais. Donc, à Hollywood, c'est connu. Tout comme on ne s'oppose pas à Harry Emmanuel, on ne s'oppose pas à Steph,
on ne s'oppose jamais à Steph à Hollywood parce que Steph te détruira. Elle te détruira. Donc elle avait, on y reviendra dans un instant, un carnet de clients de premier plan. Son agence représentait tout le monde, de Dwayne Johnson à Tom Brady, en passant par Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Je veux dire vraiment le sommet du sommet, non? Et sous ses ordres, juste pour qu'on visualise bien ce schéma, parce que c'est très important, il y avait Jennifer Abel. Jennifer Abel travaillait chez Stephanie Jones Work PR, et ils avaient Justin Baldoni, Wayfarer Students comme clients, et ils étaient très heureux de les avoir comme clients. Pour être clair, Stephanie Jones ne s'occupait pas directement de ce compte, car elle ne gérait que les gros comptes. Elle traîne avec Jeff Bezos. Elle traîne avec Lauren Sanchez. Elle confiait les plus petits comptes à des personnes comme Jennifer Abel. Et elle a confié le compte Wayfair à Jennifer Abel. Et quand je parle de petits comptes, je le pense vraiment. Selon le procès, il payait 20 000 $ par mois pour être représenté par Jones Work PR. Je devrais me lancer dans les relations publiques. Et c'est incroyable. 20 000 $ par mois pour un petit compte, mais il n'était pas assez A-list pour que Stephanie les gère personnellement. Et donc, pour vous rappeler à quel point Steph est puissante, elle l'est doublement parce qu'elle a aussi épousé le pouvoir. Son mari, juste pour vous montrer, c'est Jason Hoods. Il est associé principal chez WME, représentant de l'OMS, Tom Brady. Donc, si vous mettez Steph en colère de quelque façon, vous pourriez perdre une chance de travailler avec la plus grande agence d'artistes au monde. Voilà aussi pourquoi personne ne s'en est pris à elle. Eh bien, en mai 2024, l'année dernière, donc dans les mois précédents, ça se termine avec les États-Unis. À l'approche de la première, Stephanie Jones a en fait commencé à traverser sa propre crise de relations publiques. Parce que Puck News et Business Insider ont rapporté que ses clients de premier plan commençaient à la quitter à cause de son comportement érotique. Elle a perdu Dwayne Johnson. Elle a perdu Lauren Sanchez. Ils l'ont tous deux laissé tomber. Un site web et un compte Twitter anonyme, apparemment créé par un ancien employé ou des employés mécontents, ont été lancés à propos de la façon dont elle les avait traités au fil des années. Comme je l'ai dit, elle est typique du début des années 2000. C'est un prototype du diable s'habillé en Prada. Donc, elle était assez méchante et en était même plutôt fière. Et ce qui se passait en même temps, c'est que Jennifer Abel, qui s'occupait du compte Wayfarer, a remis sa démission le 10 juillet et elle a donné 6 semaines à Stephanie. Elle devait partir début août, le 23 août. Mais alors, 2 jours avant qu'elle ne parte, Stephanie Jones la convoque dans son bureau, d'accord? Elle lui dit « Bon, Jennifer, je sais que tu es censée partir dans 2 jours. Tes 6 semaines sont presque terminées, mais surprise, je t'oblige à remettre ton téléphone. » Elle avait fait venir la sécurité. Elle avait aussi, selon le procès, un expert technique en extraction de données informatiques présent. Elle avait un avocat et la chef de cabinet de la Société de relations publiques qui avait pris l'avion depuis New York sans prévenir pour l'occasion. Imaginez que vous quittez un emploi, les gens sont fous. Laissez les gens partir, vous voyez? Mais je pense que Steph est un peu paranoïaque parce qu'elle perd ses clients. Des articles sont écrits à son sujet et elle veut juste, peut-être qu'elle pense que Jennifer Abel est derrière tout ça. Alors elle rassemble tout ça. Et c'est ainsi qu'elle l'a ensuite remis, je suppose, à Leslie Sloan PR qui représente Flake et Ryan. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu ces communications, celles qui allaient finalement être modifiées pour cet article du New York Times. Elle joue un rôle très important dans tout ça. Il y a aussi des rumeurs disant qu'elle vient de perdre Tom Brady comme client, même si ce n'est pas officiel. Il travaille sur une stratégie de sortie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des rumeurs selon lesquelles Tom Brady serait lui aussi sur le départ. Et beaucoup de choses vont ressortir à travers ce procès. Mais je garderai un œil sur l'affaire Stephanie PR, car elle pourrait bien être la clé de tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, elle pense qu'ils ont secrètement conspiré pour nuire à sa réputation. Et honnêtement, au fond de toutes ces poursuites, il n'y a qu'un immense ego hollywoodien. C'est juste tellement d'ego hollywoodien qui s'exprime, et j'ai l'impression que 2025 sera l'année où tous ces maniaques égocentriques vont enfin être démasqués pour ce qu'ils sont. Comme si ce monde était en train de disparaître, et c'est tout simplement magnifique à voir. Bref, les amis, je vais vous parler de Preborn, comme je le fais toujours parce que je les adore. Preborn est une organisation tellement importante à soutenir.
Si vous réfléchissez à ce que Andrea Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber et Tim Tebow ont en commun, c'est ceci. Leurs mères à tous ont été encouragées à mettre fin à leur grossesse et ont choisi de ne pas le faire parce que lorsqu'une femme fait face à une grossesse non planifiée, elle subit souvent des pressions de la part de son entourage pour mettre fin à la vie de l'enfant. Elle veut faire le bon choix. Mais la société et ceux qui l'entourent lui disent que le bébé n'est pas encore une vie. Et c'est là que le ministère Preborn intervient. Preborn et son réseau de cliniques offrent des soins et le soutien nécessaire aux mères pour choisir la vie, y compris une échographie gratuite. Lorsqu'une mère entend le battement de cœur de son enfant, elle est 2 fois plus susceptible de choisir la vie. Si vous vous considérez comme pro-vie, il est temps de rejoindre Preborn. Ensemble, nous pouvons donner aux femmes le pouvoir de choisir la vie. Valoriser la maternité transforme les familles et l'avenir. Une échographie coûte 28 $, 140 $ peuvent te sauver 5 bébés. En donnant chaque mois, vous recevrez des histoires et photos des vies que vous avez aidé à sauver. Cela signifie beaucoup. Faire un don. Composez le 250 livres et dites le mot-clé « bébé ». 250 livres, bébé, ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com, coupe Candice. C'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle Pure Talk, car s'il y a 2 certitudes dans la vie, c'est la mort et les impôts. Eh bien, il y en a maintenant une 3e. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous pouvez économiser chaque mois en passant chez Pure Talk. Pure Talk, mon opérateur mobile, élimine le superflu du sans-fil. Pour seulement 25 $ par mois, vous avez appel, SMS illimité et 5 gigas de données sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique pour une famille de 4 personnes. Économise plus de 1 000 $ par an en passant chez Pure Talk. C'est de l'argent réel qui revient dans votre poche. Avec l'équipe du service client Pure Talk aux États-Unis, vous pouvez changer d'opérateur sans tracas en 10 minutes. Gardez votre téléphone et numéro dès maintenant sur puretalk.com. Owens pour effectuer le changement. Vous économiserez en plus 50% sur votre premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com. Owens pour commencer à économiser dès aujourd'hui. Pure Talk, le sans-fil par des Américains pour des Américains. Bon, passons à House and Habit parce que c'était juste bizarre. Tout était bizarre. Et je vais tout vous raconter parce que, comme je l'ai dit, on est juste dans l'ère de la vérité. C'est ce que je dirais. Nous sommes dans l'ère de la vérité. Et j'ai juste le sentiment que le fait que les gens en sachent plus, c'est mieux que s'ils en savent moins dans le public. Et je peux aussi le faire maintenant parce que je travaille pour moi-même et pour mon mari. Et je n'ai pas à faire valider tout ça par qui que ce soit. Mais donc, je ne sais pas si vous suivez House and Habit, qui est une Substack, une sorte de maman blogueuse, pour ainsi dire. Les gens l'adorent vraiment. J'ai aimé ce qu'elle fait. J'ai suivi House and Habit. Son vrai nom est Jessica Reed Crows. Et j'ai eu une très bonne relation avec elle en coulisses. Je pense que j'ai littéralement fait tout un podcast avec elle en janvier. Et c'était super productif. Nous parlions de la façon dont les mamans commencent à investir l'espace et comment les médias évoluent. Vous pouvez littéralement aller écouter à quel point c'était amical, productif et bienveillant. Et ensuite, ma personne des relations publiques m'a dit qu'elle aimerait faire plus de choses avec moi. Et j'ai répondu « Super, j'adorerais ça ». Ce serait génial parce que, vous savez, les mamans qui se rassemblent et qui ont toutes ces voix indépendantes, c'est une bonne chose. Alors, imaginez ma surprise. Voici exactement l'ordre des événements, ce qui s'est passé. Ma personne des relations publiques me dit, alors que je travaille sur la série Harvey, tu sais, House and Habit, Jessica Reed a pris contact. Et elle connaît Jessica Mann, qui est l'une des femmes ayant envoyé Harvey Weinstein en prison. Et que Jessica Mann voulait te contacter par son intermédiaire. Je me dis, OK, super, ça a l'air excellent. Parce que, évidemment, si elle voulait parler de l'affaire de son point de vue, j'ai déjà donné mon opinion à ce sujet. Elle. J'ai lu ses emails. Nous n'avons pas fini d'examiner ses emails. Je crois que Harvey Weinstein a été condamné à tort pour viol et qu'il a été condamné pour viol pendant 3 ans à cause de cette personne. D'accord, à cause de Jessica Mann. Donc, évidemment, je me dis, super, vas-y, elle est à Los Angeles, va la voir. Il arrive là-bas et à sa grande surprise, House and Habit lui dit que quelqu'un, une personne en dessous d'elle sur sa Substack, est en train de préparer un article à charge contre moi. Je me dis, quoi? Pas seulement contre moi, mais aussi contre mon mari, ce qui est encore plus fou, parce que qu'est-ce que fait mon mari à part s'impliquer entièrement dans l'Église catholique? Et l'angle qu'il prenne, que son éditeur ou son rédacteur prend, c'est d'essayer de, genre, faire semblant.
Il y aurait soi-disant quelque chose de plus entre mon mari et Andrew Tate, ce qui, par hasard, correspond exactement au récit que tout le monde reprend depuis une semaine dans les attaques contre moi, Tucker et Andrew Tate. Tout le monde le fait en même temps. Pour moi, c'est tellement évident que ce n'est pas spontané, mais je lui ai juste dit ce que je dis toujours. Laisse-la publier parce que c'est un mensonge et les mensonges ne prennent jamais. Et au final, ils ne font que détruire ta propre réputation. Et mon mari a peut-être vu Andrew Tate 5 fois avant que lui et moi ne nous rencontrions. J'ai vu Andrew Tate 4 fois dans ma vie. Je pense que pour 1, 2, 3 de ces fois, vous les avez tous vues parce qu'elles étaient filmées. Et une fois, je pourrais dire hors caméra. D'accord. Peut-être 2 fois hors caméra, peut-être 5 fois. On parle de 9 fois en tout. Et on essaye de faire croire ou de créer une conspiration autour de ça. C'est juste n'importe quoi. Je m'en fiche. Enceinte, laissez-la publier, ça m'est égal. Je n'ai aucune réponse à donner. Je m'en fiche. Bref, elle a fini par écrire ce qui m'a vraiment étonnée. Et je ne sais pas si c'est juste un truc de femme, mais c'était vraiment un article mesquin. Dans une newsletter, elle s'en est prise à moi et à Megyn Kelly et a littéralement expliqué qu'on essaye d'être elle en prétendant que les États-Unis, le fait que les conservateurs s'intéressent à l'affaire Baldoni serait, selon elle, un retournement de marque. Et c'est exactement le contraire. Les conservateurs ont été les premiers à dire que le mouvement MeToo posait problème. OK, nous avons été les premiers. Si vous regardez en arrière, nous avons été les premiers à dire que nous ne croyions pas au mouvement MeToo et qu'on ne pouvait pas simplement accepter les accusations d'une femme, pour argent comptant. Et pour cette raison, j'ai défendu des hommes encore et encore, et j'ai insisté pour que les gens lisent réellement les transcriptions du tribunal. Et qu'ils ne se contentent pas de croire à l'engouement suscité par ce que raconte une femme. Et puis, il y a eu l'affaire Amber Heard, et je pense que beaucoup de personnes qui auraient utilisé le hashtag MeToo ont un peu repris leurs esprits et se sont rendus compte, attendez 1 minute, on ne peut pas simplement se fier à l'émotion. Il faut se baser sur les faits. J'ai enquêté sur des choses toute ma vie, je veux dire, l'affaire BLM a été une enquête approfondie, où j'examinais les dossiers de Patrisse Cullors et des fondateurs. Et je me demandais, où va cet argent? J'ai réalisé la série Making a Murderer, Convicting a Murderer pour montrer que Netflix a fait croire à tort aux gens que Stephen Avery était innocent alors qu'il ne l'était pas. J'ai fait les Kamala Chronicles. Et ce qu'elle ne mentionne pas dans cette newsletter, c'est que la chose la plus importante que j'ai faite cette année n'a en réalité pas été Justin Baldoni, mais plutôt Devenir Brigitte, qui a eu bien plus de millions de vues. Donc, je me demande simplement, quel est le but de cette attaque? Je veux dire, on devrait s'en rendre compte. C'est ce qu'elle a écrit dans sa newsletter d'ailleurs. Elle a écrit « Tant de commentateurs ont changé de cap en s'appuyant davantage sur les ragots et les scandales. » Et d'autres médias, notoirement définis par cela, imitent désormais carrément mes préférences stylistiques emblématiques. Il y a des années, j'ai commencé à associer des extraits culturels populaires à des symphonies de Mozart. À l'époque, c'était un mélange unique qui m'amusait. Aujourd'hui, cette association est utilisée partout, le plus souvent par le Daily Mail, pour attirer l'attention des gens qui font défiler. C'est une newsletter pour dire que tout le monde me copie. Je peux vous garantir que je ne connaissais rien de votre style, des sujets que vous abordiez, ni de ce que vous écriviez. Je ne comprends pas pourquoi cette attaque gratuite est tombée sur moi et Megyn Kelly. Ça donne juste l'impression de femmes incapables de jouer ensemble dans un bac à sable. Et franchement, j'en ai tellement marre de ça. J'ai 35 ans. J'attends mon 4e enfant. Je vous promets, si je m'intéresse à ce sujet, c'est parce que je me suis intéressée à chaque affaire MeToo depuis le début. J'ai couvert l'affaire Amber Heard de façon approfondie. Si vous ne l'avez pas suivi, ce n'est pas grave. J'étais chez le Daily Wire, peut-être qu'ils ne l'ont pas assez, vous savez, mis en avant. Qui sait? Mais faire semblant que les conservateurs viennent tout juste de s'intéresser aux affaires MeToo devant les tribunaux, c'est franchement ridicule. Ou prétendre que nous nous y sommes intéressés parce que nous voulions vous copier, cela ressemble vraiment à un énorme complexe d'insécurité. Et je trouve ça tout simplement embarrassant, vraiment, parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire. C'est comme un acte de violence parfait. Et je voulais montrer cela en le comparant à la façon dont les hommes qui ont regardé ma série l'ont plutôt célébrée en disant que ces différentes séries sont très intéressantes et vraiment captivantes. Et voici pourquoi.
Donc voici Joe Rogan qui parle de 2 séries sur lesquelles je travaille en ce moment, le plus grand podcasteur du monde. Et non, il n'est pas sur le point de dire qu'elle copie mon style. Écoutez. Les trucs sur JFK ont en quelque sorte juste confirmé ce qu'ils qualifient de théorie du complot. Il y a genre, ouais, on a dit que c'était la CIA, enfin Assad, ça va prendre du temps. Pour que les nerds puissent vraiment traverser ça, vous savez, Candace Owens l'a vécu. Je parie qu'elle est passée par là. Je voudrais. Elle est trop occupée avec l'affaire Macron. J'ai regardé 2 heures de ça aujourd'hui. Moi aussi. L'as-tu vu? Macron est un homme? Ouais, l'homme de Bridget Macron. Ouais, elle m'a eu. Hameçon, ligne coulant. Je prenais mon petit déjeuner. Ouais. Je fais. Scène d'élan depuis Candace Owens sur mon YouTube. Je l'aime. As-tu dit? C'est fou? C'est tout? As-tu plongé dans son histoire, Harvey Weinstein? J'ai regardé le premier épisode de ça. C'est vraiment, tout simplement. Fou? Alors vous ne pouvez pas croire que je suis du côté d'Harvey Weinstein, n'est-ce pas? C'est fou, genre. Je pensais qu'il était coupable de crimes odieux. Et puis vous l'écoutez, vous vous dites, attends, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Par le biais de l'affidavit réel. De quoi les filles l'accusent-elles? Tu es genre quoi? Donc les emails allaient et venaient avec la fille. Oui, elle parlait de ses testicules. Il n'en a pas. Et j'aimerais aussi maintenant vous informer, parce que c'est quelque chose qu'elle ne partage pas, car des gens m'ont ensuite envoyé des emails pour me dire qu'elle essaie intentionnellement d'empêcher les gens de regarder la série sur Harvey. Elle a une relation avec Jessica Mann. Donc, c'est très malhonnête de parler de cette affaire et de dire « Oh, je ne pourrais plus m'y intéresser ». Je l'ai couverte en profondeur. Et de ne pas non plus dire à ton public « Jessica, lis Rose ». Que tu as vécu avec Jessica Mann pendant tout le procès, tu as vécu avec elle pendant quelques semaines au cours du procès. Vous êtes toujours amis. Tu la suis sur Instagram. Tu la représentes d'une certaine manière en me contactant. Voici Jessica Mann, le bon compte Instagram de Jessica Mann. Et elle suit House and Habit et House and Habit la suit aussi. Et elles ont une relation. Donc ce n'est pas authentique par les mamans quand elle vous dit de ne pas vous intéresser à cette série ou qu'elle fait semblant d'être trop ennuyée et de s'en moquer. Pour moi, on dirait qu'elle fait du PR pour quelqu'un avec qui elle a une relation personnelle. Et je trouve ça nul. Je trouve ça malhonnête. Et c'est particulièrement nul quand tu as quelqu'un qui n'a fait que te soutenir. Je te jure que c'était la semaine dernière quand je faisais la promotion de quelque chose que House and Habit avait fait. Et je ne l'ai découvert qu'à ce moment-là. Elle est là à planifier une attaque contre moi et mon mari sans aucune raison, à part le fait que c'est mardi, et je n'ai pas confiance en ça. Elle s'en est aussi prise à Tucker Carlson la même semaine. Ça. Tout le monde s'en prend à Candace Owens et Tucker Carlson. Et je me demande juste, qu'est-ce qui motive précisément cela ou qui motive précisément cela? Est-ce qu'elle est payée par quelqu'un pour faire ça, pour s'en prendre à eux? Parce qu'elle essaye de faire croire que Tucker est financé par le Moyen-Orient et que Candace Owens essaye de changer son image? Absolument personne qui a regardé mon contenu ne pense que j'essaie de changer mon image. Je pense qu'effectivement, pour la première fois, nous avons brisé la confiance dans les médias traditionnels. Et des gens qui ne m'écoutaient pas habituellement parce qu'ils pensaient que j'étais juste une sorte de personne qui vénère Trump et qui déteste les Noirs, ce qui était insensé, mais ils ont vraiment réussi, les médias ont vraiment réussi à créer cette caricature de moi. Et il suffit généralement d'une seule chose que vous avez en commun avec quelqu'un ou d'un sujet qui vous intéresse. Et si vous les écoutez par vous-même, sans passer par le prisme des médias traditionnels, vous vous dites « Ah, en fait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais en quelque sorte cru les médias traditionnels à propos de cette personne. Et maintenant, ce n'est plus le cas. » Et Andrew Schultz, une autre personne qui a accrédité mon travail, c'est aussi un gars. Les gars semblaient être beaucoup plus sympathiques. Il a dit la même chose. Il a dit la même chose récemment dans le podcast de Theo Von. Voici ce qu'il a dit. Tu connais l'histoire de Candace Baldoni? Je ne sais pas si tu suivais ça du tout. Je ne me suis pas intéressé à ça. Je ne m'intéresse pas trop aux histoires de célébrités. La seule raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est que, tu sais, Candace a été présentée d'une certaine manière sur Internet. Oui, genre, elle était là et les gens avaient leurs opinions sur elle et tout le monde était bloqué. Ils disaient, c'est cette fille-là et c'est mauvais. Non, on ne l'écoute pas. Elle a commencé à parler de cette histoire entre Baldoni et Blake Lively. Et même ma femme me disait, tu as entendu cette fille, Candace Owens, parler de ça? Je veux dire, elle a tout révélé. C'est fou à quel point l'utilité sociale joue un rôle. Ça façonne la façon dont les gens te perçoivent.
Donc tu pourrais être le méchant, et puis tu te mets à parler en profondeur d'un sujet qui intéresse les gens. Et tout à coup, pendant que tu parles de ça, tu deviens le gentil. Tu deviens un héros. C'est vraiment intéressant, je trouve. Qu'est-ce que ça dit de nous, au fond? J'ai l'impression que c'est une analyse bien plus réfléchie de ce qui se passe. Qu'est-ce que ça dit vraiment de nous, moi, le fait qu'on refuse d'écouter quelqu'un tant qu'on n'a pas trouvé un point d'accord avec lui? Mais encore une fois, c'est une analyse masculine. J'ai l'impression que les femmes n'arrivent tout simplement pas à jouer ensemble dans le bac à sable. Et encore une fois, je te promets, ce n'était pas le cas. Je ne savais même pas quel était ton style. Je le suis. Je suis désolée que tu l'aies ressenti comme ça, Jessica. Et je te souhaite beaucoup de chance pour la suite. Mais je vais continuer à couvrir cette affaire parce qu'elle m'intéresse tout simplement. J'espère que ça ne pose pas de problème. Mais en même temps, d'ailleurs, ces mêmes gros titres sont sortis exactement au moment où elle a envoyé cette newsletter. Voici le bulwark. Le retour choquant de Candace Owens, bannie du paysage politique pour des propos antisémites. C'est tout simplement faux. Mon émission depuis notre retour a rencontré du succès. Le Wall Street Journal a littéralement publié un article disant qu'au 4e trimestre de l'année dernière, nous étions le 3e podcast le plus écouté. Mon émission est revenue en juin. J'ai été hors antenne pendant environ 2 mois. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tout le monde fait comme si j'avais refait surface. C'est tellement étrange. Et de la même manière, MSNBC m'a aussi attaqué, ainsi que Megyn Kelly, disant que les influenceurs de droite exploitent la querelle entre Justin Baldoni et Blake Lively, tout en ignorant que mon plus grand public regarde la série sur Brigitte Macron et les chroniques de Kamala qu'ils ont essayé d'ignorer. Donc, je pense que les gens ne veulent pas admettre que la cancel culture a échoué. C'est ça qui a vraiment échoué ici. La cancel culture a échoué. Et les médias ne savent pas quoi faire face au fait que, malgré leurs attaques ignobles contre la réputation des gens et leurs mensonges à leur sujet, les gens parviennent maintenant à les contourner et à choisir ce qu'ils veulent écouter. Donc, je vais continuer à parler des sujets que j'aime parce que j'ai toujours parlé des choses que j'aimais et j'ai toujours été à l'intersection de la politique et de la culture. Donc, je fais une série sur Brigitte, une série sur Kamala, une série sur Blake et Baldoni. C'est ce que je suis. Et certaines personnes ne veulent pas être là pour ça, et c'est très bien. Mais oui, je vous suggère d'ailleurs, si vous regardez, de vous intéresser à l'affaire Jessica Mann, Harvey Weinstein, parce que c'est absolument fascinant. Et il va bientôt retourner au tribunal le 15 avril. Nous vous tiendrons assurément informés à ce sujet. Je vais bientôt revenir sur les affaires JFK. Je vous ai un peu laissé sur un suspense jeudi dernier. Nous n'avons même pas effleuré le sujet. En fait, nous n'avons même pas parlé des dossiers JFK. Nous avons juste parlé de Reuven Shiloah ou peut-être Shiloh. Qui sait? C'est un nom de famille inventé. Ce n'est pas son vrai nom de famille. Ce n'est pas vraiment important. Mais ensuite, quelqu'un m'a fait remarquer que son vrai nom de famille est Zelensky. Et là, je suis tombée dans un trou sans fond. Je suis tombée dans un trou, les gars. OK, parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur le président Zelensky, d'où il vient et son passé douteux. Et maintenant, je ne sais pas. Je vous dis juste ce que l'un d'entre vous m'a envoyé par mail et ce que j'ai regardé depuis. C'est dingue. OK, il y a beaucoup de choses. Ce qu'on a découvert jeudi dernier, c'était énorme. Et mon cerveau part dans tous les sens parce que je dois parler de Harvey Weinstein. Maintenant, je dois parler de ça. J'ai des dossiers JFK. J'ai encore ce procès dont je suis convaincue de faire partie, mais en fait, non. Avec Justin Baldoni, Blake Lively et tout le monde, c'est beaucoup. C'est très difficile d'être moi, d'accord? Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, on aura plus d'informations pour vous sur le Reuven. Zelensky avec un A, Zelensky. Ouais, J'ai du mal à trouver qui est son père. On dit que c'était un grand rabbin, mais pour une raison quelconque, quand je tape le nom de ce rabbin, rien ne sort. On dit qu'il a écrit des tonnes de livres, mais pour une raison quelconque, quand je tape le nom du père de Reuven Shiloah, le nom de Zelensky ne sort pas. Donc, il faut qu'on fasse des recherches là-dessus, les gars. Si vous avez regardé l'épisode sur JFK jeudi dernier, vous voyez de quoi je parle. On doit découvrir qui ils étaient ou quels autres noms ils utilisaient. Parce que j'ai le sentiment que ces personnes avaient plusieurs noms et identités, des noms différents en Amérique de ceux qu'ils utilisaient en Israël, et encore d'autres noms quand ils étaient en Europe de l'Est. C'est ma théorie. Je m'y tiens jusqu'à preuve du contraire. Bref, j'aimerais avoir certains de vos commentaires. D'abord, je veux parler de Home Title Lock parce qu'il y a une arnaque sérieuse en ce moment. Des gens peuvent littéralement vous voler votre maison sous le nez. Le FBI appelle cela le vol de maison, une escroquerie croissante visant les propriétaires américains. Des criminels falsifient votre signature sur un document
Ils utilisent un faux tampon de notaire, payent une somme, puis déposent le document au bureau d'enregistrement. Le titre de propriété de votre maison est transféré à un autre nom. Quand avez-vous vérifié le titre de propriété de votre maison pour la dernière fois? Si vous êtes comme moi, la réponse est jamais. C'est sur cela que comptent les escrocs. Je fais confiance à Home Title Lock. Leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars aide à garder votre maison et votre capital en sécurité. Avec Home Title Lock, vous avez une surveillance 24h24, 7/7 de votre propriété, des alertes urgentes en cas de changement, et si une fraude survient, leur équipe américaine peut dépenser jusqu'à 1 million de dollars pour réparer la fraude et rétablir votre titre de propriété sans frais en plus. Le meilleur, c'est que je me suis associée à Home Title Lock pour vous offrir un rapport d'historique de titre gratuit pour savoir si vous êtes déjà victime et accéder à votre expert personnel en titre, d'une valeur de 250 $ rien que pour votre inscription. Alors, rendez-vous sur hometitlelock.com. Utilisez mon code promo Candice 250 ou cliquez sur le lien dans la description sur hometitlelock.com. Code promo Candice 250 pour obtenir la protection et la tranquillité d'esprit que vous méritez. Également le financement américain. Je ne connais pas votre situation exacte, mais si vous êtes comme American Financing parle à des milliers de propriétaires chaque mois et vous avez peut-être du mal à suivre, à peine à joindre les deux bouts, noyé dans des dettes à taux d'intérêt élevés, ce n'est pas ta faute. La vie est vraiment devenue plus chère. L'inflation a frappé les gens très durement. Si vous avez encore des soldes de cartes de crédit avec des taux d'intérêt de plus de 20% alors que votre prêt hypothécaire reste intact et que vous ignorez la seule chose qui pourrait tout changer, à savoir votre maison, c'est là qu'American Financing peut vous aider. Échangeriez-vous 10 minutes de votre temps contre une économie moyenne de 800 $ chaque mois? Parce que c'est exactement ce que font les propriétaires lorsqu'ils appellent American Financing. Un simple appel, sans engagement, pourrait tout changer pour vous. Ils ont une équipe de conseillers hypothécaires salariés, donc aucune incitation à proposer un prêt inadapté et aucun frais initial pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors n'attendez pas, contactez American Financing et sentez le soulagement. Suffit d'appeler le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net Owens. C'est americanfinancing.net Owens. Voyons ce que vous avez à dire. Avant tout, je vous rappelle qu'un nouvel épisode de Shot in the Dark vient de sortir. Celui-ci porte sur le vaccin contre l'hépatite A. Vous pouvez donc aller sur canizons.com et le regarder si vous êtes membre. Et oui, allons voir certains de vos commentaires pour voir ce que vous dites. Il se passe beaucoup de choses. Je n'ai même pas encore effleuré la surface. Brooke dit « Je suis tellement contente que tu sois en vie. » L'humoriste Christina Pett a récemment mentionné dans le podcast Your Mom's House à propos de devenir Brigitte. Accepterais-tu d'aller dans leur podcast pour en discuter? Oui, je veux dire ceci. Ils nous ont effectivement contactés et nous voulons que ça se fasse. Ils veulent d'abord que nous descendions là-bas. Ils sont basés au Texas. Et j'étais là genre, fin de grossesse. J'essaye de limiter les déplacements. Donc, je fais vraiment juste ça. J'ai un voyage à Los Angeles. Un voyage que j'ai prévu, puis c'est fini. Je ne devrais plus faire d'autres voyages. Mais j'imagine que je suis un peu folle. Je vais faire en sorte que ça marche avec eux. Je voulais juste le dire publiquement. Absolument. Nous allons faire le podcast Your Mom's House. J'adore à quel point elle était à fond dedans. Elle était vraiment à fond. C'est comme ça que ça t'accroche. Regarde les 2 premiers épisodes de n'importe laquelle de mes séries et tu verras que je dis la vérité. Je n'ai rien à cacher ici et je suis ravie de laisser quelqu'un d'autre intervenir s'il veut contester. C'est pourquoi, quand House of Habit m'a contacté et que j'ai cru que c'était Meld, je me suis dit, si Jessica Mann veut dire qu'on s'est trompé, on n'est pas là pour la salir ou la diffamer. Je fais juste la lecture des emails de Homegirl. C'est tout. Ali écrit « La meilleure façon de savoir si une source médiatique n'est pas crédible, c'est quand il qualifie Candace de théoricienne du complot d'extrême droite basée sur la désinformation. Ravi de voir que tu vas mieux. Oui, je fonctionne à environ, je dirais, 70% aujourd'hui, pas à 100%. Je ne peux toujours pas, manger un vrai repas, mais je me sens mieux, c'est-à-dire que j'ai eu une petite perfusion et au moins j'ai des liquides dans le corps, ce qui est super. The Deidre Experience écrit « Hypothétiquement, si Ryan était gay, pourquoi semblerait-il aussi furieux et jaloux de l'interaction de Blake? Et ses sentiments et préoccupations à propos de Justin? En fait, je pensais que c'était plutôt un symptôme de son type, un besoin de contrôle plus qu'autre chose où il s'est créé une certaine vie. Et je pense qu'il a parlé de ses problèmes de contrôle et de la façon dont ils ont commencé à se manifester à cause de sa mauvaise relation avec son père. Et je pense qu'il a des problèmes avec son père sur tous les plans. Il a probablement même une relation un peu bizarre de type papa avec Hugh Jackman.
Il n'a pas fait Hefman. Vous voyez, j'apprends, les gars. Maintenant, je prends mon temps quand je dis Hugues, mais je pense que ça lui plaît probablement. Hugues est plus âgé et il a l'impression que, je ne sais pas, il reçoit une sorte de, je ne sais pas comment le dire, c'est comme des conseils de sa part. C'est comme s'il recevait des conseils, une forme de mentorat de sa part qui lui manque parce qu'il n'a jamais résolu ses problèmes avec son père. Je ne suis pas psychanalyste. Je n'ai pas envie de le devenir, mais là, je ne fais que deviner et improviser. ASMR Random dit d'abord, je veux commencer par dire que je t'aime, toi et Crisis King. As-tu entendu parler des femmes bio? C'est la seule salle de sport ouverte à Londres. La communauté trans prévoit de la détruire et de faire une émeute dès son ouverture. Je n'en ai pas entendu parler et je vais devoir me renseigner. C'est fou que les femmes n'aient plus le droit d'avoir leurs propres espaces. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'il existe des espaces réservés aux hommes et tout à fait normal qu'il existe des espaces réservés aux femmes. Et tout à fait normal aussi si une personne trans veut décider qu'il y aura un espace qui leur est réservé. Je pense que cela devrait être tout à fait acceptable. Ce qui me dérange, c'est que c'est toujours une question de détruire les espaces féminins. Ça n'a aucun sens pour moi. Moki écrit « Quand j'étais plus jeune, tout indiquait que j'allais être conservateur. En quittant mon église pour l'université, j'ai été endoctriné. Avant, je te détestais sans raison, maintenant tu es mon créateur préféré. Dieu soit loué. Merci. Je suis très content. Comme je le dis souvent, si les gens regardent mon contenu au lieu de lire des articles, ils restent et voient que je suis équilibré. Même si tu n'es pas d'accord, je t'expliquerai rationnellement pourquoi je pense cela. Et ensuite, tu as le droit de dire simplement « Je ne suis pas d'accord parce que tu ne devrais pas être d'accord avec tout ce que je dis. » Mais oui, les médias posent un problème, c'est certain. Ils transforment tout le monde en diable. En gros, ils disent « c'est Satan ». Elle est horrible. Et évidemment, ils sont extrêmement hyperboliques. Et ce pourquoi ils se battent vraiment, c'est le contrôle pour eux-mêmes. Et ils sont en train de le perdre. Je pense que les menteurs perdent gros cette année. Chelsea Dominguez écrit « J'ai trouvé l'arbre témoin et je l'ai commandé. C'était très cher et il n'y avait que 4 exemplaires sur le site. Je viens de recevoir un email indiquant qu'ils ne peuvent pas me l'envoyer maintenant. Et les autres livres ont disparu. Oh, wow. Ouah, je ne suis pas du tout choquée. Ouf, on doit parler. J'aurais voulu lire ce commentaire demain. Quelqu'un m'a envoyé un PDF du livre, mais je ne l'ai pas encore commencé. J'ai été malade ces 2 derniers jours. Je commence ce soir. Donc je vais m'y plonger. Pourquoi la CIA s'intéresse-t-elle à ce livre The Witness Tree? Qu'est-ce que je vais apprendre? Léa écrit « Candice, ton émission est toujours dans le top 10 sur Spotify malgré 6 jours sans épisode. » Ouah, c'est incroyable. Ça veut dire que les gens regardent les anciens épisodes. Et oui, je vous suis vraiment reconnaissante de continuer à télécharger le podcast, à l'écouter, à soutenir l'émission et à nous soutenir même quand nous sommes malades. Et je sais qu'on s'approche un peu du moment fatidique avec le congé maternité. Et vous allez me manquer, mais nous reviendrons plus fort que jamais. Nous réfléchissons déjà à d'autres séries à faire, peut-être même à un Becoming Bridget, partie 2, parce que ça a vraiment fait le tour du monde. Et nous n'aurions jamais pu prévoir un tel succès. Nous avons l'affaire Harvey qui arrive et encore une fois, je vous encourage vraiment à vous y intéresser parce que je pense à House of Habit. Essayer d'empêcher les gens de regarder Harvey Speaks est intéressant parce qu'elle n'a pas mentionné sa relation personnelle avec l'une des soi-disant victimes, Jessica Mann. Bref, les amis, je vais aller me reposer un peu. Pour les membres du club de lecture, je voulais vous dire... Oh, attendez, au fait, nous avons de nouveaux produits dérivés. Regardez comme nos casquettes anti-féministes sont superbes. Franchement, c'est génial. C'est fantastique. Si vous écoutez ceci en audio, je viens de mettre une casquette anti-féministe blanche impeccable. Elle est magnifique. Et vous pouvez l'obtenir sur candaceowens.com ou clubcandace.com. Clubcandace.com, c'est bien ça? Oui, je ne sais pas. Les deux mènent probablement au même endroit. Et oui, ça aussi, c'est en train d'arriver. Quelqu'un a dit dans les commentaires, « Fais Brigitte aussi, s'il te plaît. » Oui, je pense que je n'ai même pas effleuré la surface de l'histoire de Brigitte. Qu'est-ce que j'ai bien pu partager qui a fait réaliser à Joe Rogan dès le 2e épisode qu'elle était un mec? Je veux dire, oui, parce que tout ce qu'on t'a dit était un mensonge. Et c'est fou à quel point les médias peuvent dissimuler tout en attaquant ceux qui essaient de dire la vérité. Tout cela est une pure folie. Oh, j'adore ça. Julie dit qu'elle a besoin du chapeau. Oui, Julie, tu as vraiment besoin du chapeau. Et moi, j'ai besoin de repos. Donc, peu importe qui donnait des ordres et vous a envoyé un email.
Évidemment, je n'avais rien à voir avec l'email qui a été envoyé hier disant qu'on ferait le club de lecture aujourd'hui. Je ne peux pas. J'ai juste encore besoin de récupérer un peu et de dormir un peu. Donc, j'ai demandé à ce qu'on le reporte à la semaine prochaine. Je pense que la personne, c'était mon mari. Je crois que mon mari a dit « Ah, elle sera de retour demain. » Et non, je t'aime, chérie, mais je dois le reporter à la semaine prochaine. J'ai juste besoin d'un peu de détente et de sommeil. Et comme ça, je serai de nouveau à 100%. Mais merci à vous qui vous inquiétez. Les vrais détectives d'Internet. Vous savez, s'il se passe quelque chose, vous ne savez pas. Non, mais en fait, si. Et c'est tout ce qui compte. On se voit demain.